Ici Satou. Grâce au progrès scientifique, les gens peuvent désormais s'exprimer de manière nouvelle et passionnante. Fini le temps des géants sous terre et des dieux dans les cieux. Aussi ridicules que soient ces idées, je les ai toujours trouvées amusantes. D'abord, allons voir Yoroi et Mukuro. Ses cheveux noirs flottant derrière elle, Semri la vampiresse pointa du doigt. Après avoir quitté le château de la nuit éternelle, nous étions à dos de Roper, le monstre de compagnie de Semri. Je n'avais jamais fait de Roper auparavant, mais le trajet était étonnamment doux et confortable. C'est loin? Pas avec Roper. Semri avait l'air fier. Ouvrant ma carte, je vérifiais où nous allions. Je m'en doutais. C'est dans une des zones vierges, hein? Le territoire où nous nous dirigions était protégé par une barrière similaire à celle du château de Ban. J'avais oublié d'en parler à l'ancêtre. Il faudrait que je découvre la nature exacte des barrières qui pourraient bloquer ma magie spatiale et fouiller toute la carte à un moment donné. On y arrive bientôt. Quittant le passage principal, nous avons emprunté un chemin secondaire vers la zone vide. LWOOPWWWERRR. Le Roper s'est soudainement arrêté au milieu du chemin. Mon écran de rat indiquait que la barrière des enfers était juste devant nous. Je doutais qu'elle mène vraiment jusqu'au enfer, mais ce n'était certainement pas le nom le plus attrayant. Attends ici, Roper. Allons-y, Kuro. En descendant du monstre, Semri a tendu la main vers moi. On va entrer sur le territoire de Yoroi, alors tu vas devoir me tenir la main pour entrer. J'ai accepté sa main légèrement froide et nous avons franchi la barrière ensemble. J'aurais probablement pu entrer seul, mais je ne voulais pas déclencher une alarme en entrant sans permission. Une fois à l'intérieur, j'ai utilisé ma compétence, fouiller toute la carte, avec l'intention de faire quelques recherches sur Mukuro et Yoroi avant de les rencontrer. Il semblait pourtant qu'il s'agissait de surnoms. Je n'ai trouvé aucun résultat en cherchant ces noms sur la carte. L'entité la plus puissante était une momie royale de niveau 72, dotée de 2 compétences uniques intrigantes, créateur de métal et fabrique de rêves. Son vrai nom était apparemment Tetsuo. Le deuxième plus puissant était un traqueur de fer de niveau 53. Celui-ci s'appelait Takeru et possédait une compétence unique à consonance sinistre, possession d'âme. Il s'agissait probablement des 2 réincarnations mentionnées par Ban. À moins que je ne me trompe complètement, la momie royale Tetsuo était probablement Mukuro, et le traqueur de fer Takeru devait être Yoroi. Curieusement, on pourrait penser que leur vrai nom serait l'inverse, puisque Tetsuo signifie généralement « fer ». Dès que nous sommes entrés dans la caverne, après la barrière, nous nous sommes retrouvés sur un champ de bataille. Génial, on dirait qu'ils ne font que commencer. Souriant comme un enfant qui a retrouvé son jouet préféré, Semri me tira par la main jusqu'à un endroit offrant une belle vue. Devant moi, des véhicules d'acier avançaient, chacun équipé de 2 chenilles creusant de profondes tranchées dans le sol. Les 4 chars s'arrêtèrent au sommet d'une colline et pivotèrent leurs tourelles. Après un moment de silence, une fumée noire s'échappa de la bouche et du frein de bouche. Ils n'utilisent pas de poudre noire? Les 4 obus traversèrent le champ de bataille, frappant le golem d'acier qui venait de franchir la première tranchée. Les tirs transpercèrent l'épais blindage du golem et le mur de terre derrière lui, soulevant un nuage de poussière. Détruit d'un seul coup, le corps du golem vola en éclats. Oh, voilà le slogan de Mukuro. Le slogan? Comme pour répondre à ma question, une voix forte résonna dans la caverne souterraine, amplifiée par un mégaphone. Crève, fantastique, waouh, vraiment? On aurait dit un familier sur un continent flottant. Encore cette réplique? Utilise tes propres mots pour célébrer, pour une fois, espèce d'abruti. D'un endroit invisible, l'adversaire lança des huées d'une voix synthétique. Ce devait être Yoroi, aussi connu sous le nom de Takeru, le traqueur de fer. En y regardant de plus près, je vis de fines tours grillagées peintes en rouge ou en blanc parsemant le champ de bataille, avec quelque chose qui ressemblait à des haut-parleurs au sommet. C'était sûrement de là que venaient les voix. En consultant ma carte, je confirmais que le camp en défense était Mukuro, le roi momie Tetsuo. Outre les 4 chars, le camp en défense disposait de 4 véhicules blindés et de 56 soldats squelettes. Le camp attaquant comptait 7 golems d'acier et 56 soldats debout. Au lieu d'épées et de boucliers, les 2 camps étaient armés de fusils à baïonnettes. En incluant le golem qui venait d'être détruit, cela signifiait que le score était de 64 contre 64. Ce n'était pas une guerre, mais plutôt un jeu de guerre. On dirait que Mukuro va gagner cette fois. Semri et moi avons observé la bataille depuis une tour d'observation. Comme je l'avais soupçonné au départ, il s'agissait plus d'un jeu de stratégie que d'une véritable guerre. La victoire a finalement été aux chars, qui ont dominé la partie grâce à leur tactique d'embuscade. Une seule fois, un golem s'est approché suffisamment près pour détruire 2 chars, mais une embuscade menée par un berserker a détruit la jambe du golem, qu'il a ensuite achevé à distance par un tir concentré. À voir ce combat, on pourrait croire que l'armement moderne avait gagné,
mais les mouvements des golems semblaient assurément lents. De l'extérieur, ils ressemblaient à ceux qui protégeaient le territoire du vampire progéniteur, mais leurs mouvements étaient lents, comme s'ils manquaient de puissance. Si l'un de ces golems gardiens était là, je pensais qu'il pourrait facilement anéantir tous les chars. Peut-être y avait-il un handicap ou une réglementation. Bon, allons voir Mukuro. Semri sauta aussitôt de la tour, alors je l'imitais. Après avoir assisté à une bataille d'apparence relativement moderne, je me suis senti bizarre de sauter d'une tour de 20 mètres de haut sans fil de sauvetage, même si je faisais ce genre de choses tout le temps. De l'autre côté du champ de bataille se trouvait un bâtiment blanc sans relief qui ressemblait à une sorte de laboratoire. Une clôture de 2 mètres de haut l'entourait, surmontée de barbelés. Si Arisa était là, elle se plaindrait que cela gâchait l'ambiance fantastique du monde. Semri semblait être une invitée familière. Après avoir salué la momie qui gardait la porte, nous avons pu entrer dans le bâtiment sans problème. C'est du béton? De loin, je pensais que le bâtiment était en marbre, mais de près, on aurait dit du béton. Une momie nous guida plus loin dans le bâtiment. Elle portait une tenue de domestique, mais j'oublierai tout de suite que je l'avais vue. La momie nous conduisit dans une immense pièce qui semblait éclairée par des néons. Il y avait une grande table au centre de la pièce, avec un diorama reproduisant le champ de bataille que nous venions d'observer, avec des chars miniatures, des golems, etc. De chaque côté se tenait une momie et une armure métallique, discutant d'un sujet. Mon écran de réalité augmentée confirma qu'il s'agissait de la momie royale Tetsuo, alias Mukuro, et du traqueur de fer Takeru, alias Yoroi. HRMPH. Semri, hein? Tu es venu réclamer un char pour battre Ban? Si tu me laisses serrer ces sacs inutiles sur ta poitrine, je te trouverai un modèle d'élite extra fort. Espèce de vieux pervers. Et si le seigneur Ban me méprisait d'avoir apporté une arme aussi grossière dans son château, hein? Semri rougit à cette remarque incendiaire et les poursuivit en agitant les bras. S'enfuyant, il semblait vraiment s'amuser. Devait-il vraiment se comporter comme des enfants? Au fait, qui est ce type? C'est ton tu sais quoi, Semri? Tu as finalement renoncé à avoir Ban pour toi tout seul? Ils cessèrent enfin de taquiner Semri de manière déplacée pour remarquer ma présence. Yoroi fit un geste vulgaire des doigts, ce qui poussa Semri à arracher son casque de son corps. Comme je le soupçonnais, l'armure semblait vide à l'intérieur. Si Arisa le rencontrait, elle lui demanderait probablement de dire « frère ». D'une voix douce. Bien sûr que non, crétin. Seigneur Ban m'a demandé de l'amener ici. Ah bon? Mukuro me lança un regard suspicieux. Pour une momie, son visage était étonnamment expressif. Enchanté, je m'appelle Kuro, je viens du même endroit que Sir Ban. Ça aiderait si je disais que je suis japonais? Ah bon? Un japonais aux cheveux noirs qui n'est pas un héros? Déjà en quête d'un corps immortel à un si jeune âge? Profite d'abord de la vie pendant une trentaine d'années. Ouais, tu ne veux pas d'un corps de métal comme le mien, mon pote. Même toucher le torse de Semri ne serait pas drôle avec ces machins en acier, tu sais? Mon torse n'appartient qu'à Seigneur Ban. Quelle réaction bruyante à ma présentation. Pourtant, ils avaient l'air de pouvoir facilement être le boss intermédiaire et final d'un jeu. Surtout Mukuro. Si je n'avais pas rencontré le roi mort-vivant Zen, je l'aurais peut-être pris pour un monstre et je l'aurais détruit. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu es vraiment là pour obtenir un corps immortel? Non, j'ai demandé à Semri de m'emmener aux meilleurs endroits de la strate inférieure du labyrinthe, et elle a dit que c'était le plus amusant. Sérieusement? Tu fais du tourisme ici? Oh, je n'ai jamais vu personne venir ici, au fond de l'enfer, pour le plaisir. Quand j'ai répondu franchement, ils ont tous les deux ri de moi. Eh bien, ça marche. Depuis 1000 ans, nos seuls visiteurs recherchent la vie éternelle, le savoir perdu ou d'autres demandes stupides. Ou des héros en herbe qui nous prennent pour des seigneurs démons et viennent nous vaincre, mais on se débarrasse vite de ces perdants. Je ne pouvais pas déchiffrer leurs expressions, mais je voyais bien qu'ils trouvaient tout cela agaçant. En tout cas, ils semblaient apprécier ma visite, alors je leur ai offert des cadeaux du fond de mon entrepôt, comme des canons à poudre et des mousquets. Je m'inquiétais de savoir si je parviendrais à sortir le canon par la boîte à objets, mais heureusement, l'ouverture a changé de taille pour me le permettre. Zut alors, ce sont des antiquités rares. J'ai installé ce canon moi-même quand j'étais dans l'Empire Flux. Ils ont eu une énorme épidémie de slimes drainant la magie, alors je leur ai donné ça pour les repousser. Apparemment, Yoroi avait été ingénieur pour l'Empire Flux. Si je me souvenais bien, il s'agissait d'une civilisation détruite par le seigneur démon orc, le seigneur sanglier d'or, il y a 600 ou 700 ans. Je ressentais un étrange lien avec eux, car les cœurs de cité avec lesquels j'avais passé des contrats dans le désert appartenaient eux aussi à l'Empire Flux. Et ce fusil est fait de minerais cramoisis. Quel fou ferait ça? Les fusils n'ont pas besoin d'être aussi puissants. Excusez-moi d'être fou, c'était un fusil que j'avais fabriqué juste pour le plaisir. J'ai dissimulé mes pensées gênantes avec poker face, en les regardant bricoler leurs cadeaux. Ils semblaient encore plus ravis que je ne l'aurais cru. En échange,
ils m'ont proposé de me laisser entrer dans leur musée subspatial. Mukuro est entré par une porte dorée flottant dans les airs. Ce devait être un portail de téléportation, car son point a disparu de ma carte et de mon radar. En vérifiant ma colonne de marqueurs, j'ai vu que sa position actuelle était indiquée comme inconnue. Par curiosité, j'ai utilisé la clairvoyance pour essayer de le voir, mais sans succès, tout comme lorsque j'ai essayé d'entrer dans le château de la nuit éternelle. J'ai suivi Yoroi et Semri à travers la porte dorée. La carte indiquait simplement « Aucune carte disponible pour cette zone ». J'avais déjà vu ce message, quand j'étais coincé dans l'ombre de Zen. Cette fois, je me suis retrouvé dans un monde blanc apparemment infini. Tu as réussi, viens. Mukuro et Yoroi nous ont guidés à travers l'espace blanc. Bientôt, nous avons atteint une zone avec de hauts immeubles de 15 étages alignés à intervalles réguliers. Cette zone a-t-elle été créée grâce à la magie spatiale? Non, elle a été créée grâce à la compétence unique de Yuika. Comme ça, quoi qu'il arrive, même les dieux ne pourront pas nous espionner à l'intérieur. Tu es tellement inquiet. La barrière extérieure aurait suffi à elle seule. Mukuro fronça les sourcils face à la raillerie de Yoroi. Il avait raison, les dieux ont la réputation de surveiller le monde d'en haut. Oh, attends, il y avait une question plus importante à poser. Alors, c'est Yuika qui a créé la barrière et cet espace? C'est exact, même la puissance des dieux ne peut la franchir, sans parler de la magie avancée. Le seul moyen d'y entrer est de passer par une entrée désignée, par des moyens spécifiques, ou en remplissant certaines conditions. Sans ces conditions, même les 7 dieux ne peuvent pas passer ni même regarder à l'intérieur. Attendez une minute. Il était logique que je puisse pénétrer la barrière des enfers en tenant la main de Semri ou la barrière du château de la nuit éternelle en remplissant les conditions en réussissant le test des gardiens. Mais quand je suis allé secourir Zena, j'ai pu pénétrer la barrière du château de la nuit éternelle sans passer par l'entrée appropriée. Si même les dieux ne pouvaient pas la franchir, mais que moi. Je suppose que ma capacité à franchir les barrières, que j'ai toujours considérée comme anodine, pourrait bien avoir un secret. Quoi qu'il en soit, cela expliquait pourquoi ma magie spatiale et ma capacité à fouiller la carte entière ne fonctionnaient pas. Si c'était une compétence unique, je n'aurais probablement pas à m'inquiéter que des démons ou des seigneurs démons l'utilisent sans raison. Ça pourrait même rivaliser avec la légendaire vallée des dragons, barrière. Tu parles d'un reclus, rit Yoroi. Un reclus? Ouais, assez ri. Mukuro frappa le casque de Yoroi avec son bâton. Contrairement à nous, Yuika est née gobeline. Elle a traversé beaucoup d'épreuves, alors elle se cache sur son propre territoire pour éviter les gens. Réincarner en autre chose qu'une humaine, ça me semblait être le mode difficile. C'était peut-être la première fois que j'entendais parler d'un gobelin, sans demi, non, je suppose qu'il y avait des histoires sur le seigneur démon gobelin que le premier héros avait combattu. Pourtant, une fille réincarnée en gobelin semblait particulièrement cruelle. Yuika est réservée, mais c'est une bonne amie. Elle me donne des conseils romantiques, etc. Semri défendit Yuika. Connaissant sa personnalité, j'avais le pressentiment qu'elle forcerait l'amitié, que Yuika le veuille ou non. Ah oui, Mukuro, ça te va si j'emmène Kuro voir Yuika plus tard? Mukuro m'a regardé un instant. Ce gamin a l'air plutôt inoffensif, alors si elle est d'accord pour le rencontrer, d'accord. En fait, puisqu'on parlait déjà de compétences uniques, c'était peut-être le bon moment pour poser ma question. Cette barrière est très impressionnante, cependant. J'imagine que les compétences uniques ont vraiment le pouvoir des dieux, Si quelqu'un possède des fragments divins, alors. Mukuro a lancé un regard glacial vers moi. Son attitude de vieux bonhomme amical avait complètement disparu. J'ai dû toucher une corde sensible. Qui t'a parlé de ça? Veut-il dire que les compétences uniques proviennent des fragments divins? Eh bien, j'hésitais à révéler que je l'avais entendu d'un seigneur démon, alors j'ai envisagé d'utiliser ma compétence fabrication pour passer sous silence, mais ma compétence perception du danger s'est activée dès que j'ai ouvert la bouche. J'ai eu le sentiment que mentir ne marcherait pas sur Mukuro. Pas à cause d'une compétence, je soupçonnais que c'était simplement parce qu'il avait vécu si longtemps qu'il était probablement très doué pour lire les gens. Alors, j'ai dit la vérité. Du seigneur démon tête de chien. Kuro, qui diable es-tu? C'est un faux nom, ou as-tu délibérément obtenu un ordre de nom pour tromper les gens? Que veux-tu dire? J'ai reçu ce nom du souverain des montagnes du dragon noir. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment comment répondre à la question. Qui es-tu? Alors, quand as-tu rencontré Corbeau, tête de chien? Mukuro le défia. Ah, il me pose cette question parce que mon nom ressemble à celui du jeune corbeau aux cheveux violets qui est apparu après ma victoire sur tête de chien. Alors peut-être que Corbeau était vraiment le seigneur des mondes avant sa transformation? Il y a à peine 1 trillion. TCH, c'est arrivé quand? Mukuro fit claquer sa langue. Mukuro, ta femme n'a rien dit à ce sujet? PFF, elle n'a rien voulu me dire. Ça fait quoi, 200 ans qu'on ne s'est pas vu?
La femme de Mukuro était-elle une amie de Tête de Chien, ou quelque chose comme ça? Je n'ai vu aucun individu de haut rang qui pourrait correspondre à ce profil lors de ma recherche sur la carte, donc ils vivaient probablement séparément. Alors il doit y avoir un véritable massacre là-haut en ce moment. Ça me donne la chair de poule. Yoroi fit un geste pour repousser le mal, mais Mukuro secoua la tête d'un air dédaigneux. Bah, connaissant ce crétin, il nous laissera tranquilles tant qu'on ne l'empêche pas de massacrer les saints. Seriez-vous tous deux amis de Sire Tête de Chien, par hasard? Ah, ouais, c'est ça. Je ne me ferai pas prendre à mort en étant ami avec ce fanatique. Yoroi et Mukuro grognèrent. Quoi, mais vous détestez tous les dieux, pas vrai? Ne nous mettez pas dans le même panier que ce monstre, cracha Mukuro. Bien sûr, je déteste les dieux, mais je ne serais pas fou au point de massacrer une bande de leurs disciples ignorants juste pour les rendre moins puissants. Vous détestez les dieux aussi, Sir Mukuro? Ouais, on a eu une petite dispute il y a longtemps. Vous dites que vous les détestez aussi? Non, je n'ai aucune raison particulière de les détester. J'avais bien le titre de tueur de dieux, mais je n'ai pas tué le dieu dragon par haine ou quoi que ce soit. Ah, alors vous vouliez dire Tête de Chien. Mukuro hocha la tête, compréhensif. Vous êtes venu ici pour trouver comment le tuer, alors? On ne va pas vous aider, compris? On n'aurait aucune chance, pour commencer. Mukuro et Yoroi semblaient tous deux catégoriques. Non merci, on mourrait ou on se transformerait en seigneur démon. C'est tout. Alors ce n'est pas une superstition que les réincarnations puissent se transformer en seigneur démon si elles utilisent trop leurs compétences uniques? Kuro, Tête de Chien te l'a dit aussi? Oui, pourquoi? Ne le dis pas à tout le monde. Oui, bien sûr. J'ai hoché la tête avec sérieux. Les cheveux violets, typiques des réincarnations, étaient déjà considérés comme un signe de malchance, alors si ça se savait, ça pourrait facilement tourner à une véritable chasse aux sorcières. Désolé si je me suis mal exprimé. L'une de mes compagnes de voyage est une jeune fille qui est une réincarnation, voyez-vous. J'ai décidé d'arrêter de tourner autour du pot et de demander directement des informations. Je ne veux pas la voir se transformer en seigneur démon. C'est donc pour ça que tu voulais me poser des questions sur les compétences uniques, ou devrais-je dire, le droit divin prêté aux réincarnations par les dieux. Très bien. Attends, Yoroi, Kuro, qu'est-ce que cette fille représente pour toi? Mukuro empêcha Yoroi de me répondre. Elle m'est très chère, comme un membre de ma famille. Mukuro médita ma réponse en silence un instant avant de parler. Tetsuo, la momie royale, demande. Cette fille est aussi importante pour toi que toi-même, voire plus, n'est-ce pas? Un examen par un analyste? Réponds à la question, Kuro. Oui, répondis-je à la question de Mukuro. Tetsuo, la momie royale, demande. Tu souhaites le bonheur de cette fille, n'est-ce pas? Oui, répondis-je aussitôt. Très bien, je vais te dire tout ce que je sais. Après cet avertissement, Mukuro commença à m'expliquer les compétences uniques et les fragments divins. Les informations qu'il a révélées ont confirmé certains de mes soupçons, mais sont allées bien au-delà. Quand les réincarnations renaissent dans ce monde, un dieu leur confère des droits divins. Il s'agissait de compétences uniques, qui leur étaient prêtées pour exaucer leurs vœux. Et la source de ces droits divins étaient les fragments divins. Mais le fait est qu'ils ont leurs limites, voyez-vous. Les droits divins ne pouvaient fonctionner que dans les limites du réceptacle spirituel de la réincarnation. Si vous utilisez des compétences uniques au-delà de vos limites, cela endommagera votre réceptacle spirituel. On sait qu'elles guérissent même de quelques fissures, mais dans la plupart des cas, elles se brisent irrémédiablement, et c'est ainsi qu'on devient un seigneur démon. Donc, une fois que quelqu'un est devenu un seigneur démon, il n'y a aucun moyen de le faire revenir à la normale? Oui, j'en ai bien peur. Il existe de rares cas, comme Doged, où ils parviennent à garder la raison, mais la plupart deviennent fous et violents. J'ai entendu dire que les dieux peuvent réparer un réceptacle, mais ils ne gaspilleraient pas leur précieux pouvoir divin pour ça, les salauds. Et la magie de prière par une prêtresse de haut rang? Pas de chance, ce n'est pas le genre de truc que les humains peuvent faire. Je suppose donc que se transformer en seigneur démon est irréversible. Ne te décourage pas. Si tu t'inquiètes, assure-toi juste qu'elle n'utilise pas ses compétences uniques au-delà de ses limites. Exactement. Le bon dosage est important. J'espérais plus d'aide que l'avertissement d'un pharmacien. Quoi, vous ne nous croyez pas? J'ai vu des tonnes de réincarnations de mon temps, mais à moins qu'elles ne dépassent le nombre d'utilisations que le dieu leur a fixé au départ, aucune n'est jamais devenue seigneur démon. Le dieu a fixé un nombre d'utilisations limité? Maintenant que j'y avais réfléchi, la compétence unique d'Arisa, jamais abandonnée, était limitée à 3 utilisations, avec une utilisation restaurée par mois. Je ne connaissais pas les limites de son autre compétence unique, surpuissance, alors il faudrait que je lui demande un jour. Ne peuvent-ils pas aussi se transformer en seigneur démon s'il essaie d'utiliser des compétences uniques alors qu'ils sont mortellement blessés ou sur le point de mourir d'une maladie ou autre? Ah oui, et l'un d'eux s'est même transformé en seigneur démon à cause d'une dépression. Ouah,
Je ne pouvais pas me fier uniquement aux limites d'utilisation, alors. En gros, un esprit et un corps sain sont vraiment importants. Il faut juste la garder heureuse et en bonne santé, et peut-être augmenter son niveau pour améliorer ses compétences de base aussi, d'accord? C'était logique. C'était bien d'avoir des informations de mes aînés. Oh, et si cette fille a un chaos en un coup ou une compétence qui dépasse les limites, tu ferais mieux de la prévenir de ne pas l'utiliser. Ça peut dépasser la limite de l'âme et te transformer instantanément en seigneur démon si tu ne fais pas attention. Tiens, ça décrivait trop bien la compétence unique sur puissance d'Arisa. Quoi, elle en a une? Mukuro et Yoroi échangèrent un regard. Écoute, j'ai un trésor sacré dans ma boîte à objets qui peut préserver le réceptacle de l'âme. C'est une sorte de contrainte physique ou de soutien, mais c'est sacrément efficace. Tu me laisserais l'utiliser? Je sautai sur les paroles de Mukuro avec empressement. Tiens-toi tranquille, ce n'est pas gratuit, d'accord? Mukuro sourit malicieusement. Je ne te demanderai pas quelque chose d'aussi fou qu'une dent de dragon. Peut-être juste quelques écailles de dragon, quelques branches ou feuilles d'un arbre-monde, et un peu de philosophium. Dis donc, c'est beaucoup trop demandé à un enfant comme lui. Choisis quelque chose de plus réaliste, d'accord? Yoroi rejeta le prix proposé par Mukuro. Mais si cela pouvait empêcher Arisa de se transformer en seigneur démon, c'était un prix modique. Combien de feuilles et de branches de l'arbre-monde te faut-il? Disons l'équivalent d'un chariot de branches et assez de feuilles pour couvrir le sol. Les branches de l'arbre-monde étaient épaisses, donc assez pour un chariot serait facile. D'accord, je les tire ici? Tu les as? J'ai hoché la tête vers Mukuro, l'air surpris, et il m'a indiqué un entrepôt, où j'ai commencé à les sortir grâce à ma boîte à objets. Zut, j'arrive pas à croire que tu les aies vraiment. Yoroi me regarda, stupéfait, tandis que je sortais les objets. C'est quoi ça? Une écaille de dragon? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne vient pas d'un dragon adulte? Mukuro siffla, surpris. Et ces feuilles ne viennent pas d'un jeune arbre, elles viennent du vrai, hein? Les écailles mises à part, je ne comprenais pas vraiment pourquoi Mukuro était si surpris par les feuilles et les branches. Mais ça semblait être un paiement acceptable, alors je lui tendis un éclat de philosophium de la taille d'un ongle, une pierre philosophale. Celle-là aussi, c'est du vrai. Zut, Kuro, qui es-tu? J'ai juste des relations avec les elfes et un ou deux dragons. Les relations n'expliquent pas pourquoi ils donneraient des branches de l'arbre-monde, et encore moins quelque chose d'aussi précieux que le philosophium, à un humain. Mukuro s'interrompit. Mais je suppose que je ne vais pas t'interroger. C'est vrai, Mukuro. Ce type est descendu jusqu'aux profondeurs de la terre et nous a donné des objets de grande valeur sans même marchander. Cette fille doit être très importante pour lui. Ils avaient raison, mais c'était un peu gênant de l'entendre répéter comme ça. Tiens, Kuro, voici une guirlande de coquillages d'âme. Qu'elle la porte le plus près possible de la tête, d'accord? Mukuro me tendit une sorte de broche qui ressemblait à un anneau de petites fleurs superposées. Ce doit être l'objet qui protège le réceptacle d'âme. Après qu'elle ait utilisé une technique de destruction en un coup, assure-toi qu'elle vérifie la guirlande de coquillages d'âme. Si la perle d'âme violette à l'intérieur est fissurée ou voilée, c'est mauvais signe. Tu devrais lui faire prendre un élixir ou la faire soigner par la magie de prière d'une prêtresse au plus vite. Tant mieux, alors je peux lui donner un élixir. Si tu as besoin d'élixir, je suis sûr que Ban te les trouvera. Il en a toujours en réserve pour les servantes de son château. Merci beaucoup pour le conseil. J'en avais déjà sous la main, donc je n'ai pas eu besoin de me tourner vers le géniteur. En fait, c'était l'occasion de poser une autre question. Sir Mukuro, est-il possible de retirer un fragment divin, à ta connaissance? Tête de Chien avait mentionné avoir volé des compétences uniques à d'autres seigneurs démons. Il avait dit que c'était impossible, mais je me suis dit que si on pouvait les voler, il y aurait peut-être un moyen de les retirer. Hein? Quoi? Pour te débarrasser du danger à l'avance? J'ai hoché la tête. Je comprends que tu veuilles éliminer le risque, mais... Assez de préparation, mec. Dis-le lui tout de suite. Yoroi interrompit l'explication détournée de Mukuro. Burke, tu es vraiment pénible. Oui, c'est possible de retirer des fragments divins. Mais l'hôte mourra au passage, d'accord? Ah, sa réponse est la même que celle de Tête de Chien. Les racines de cette chose s'enfoncent profondément dans l'âme pour que le droit divin s'enracine. Si tu essaies de l'arracher, tu vas arracher l'âme au passage. Si tu te trompes, il pourrait se transformer en seigneur démon sur le champ, et même si tu ne le fais pas, il ne pourra probablement plus jamais entrer dans le cycle des renaissances. J'imagine que c'était encore plus dangereux que je ne le pensais. D'après Mukuro, il y a environ 1000 ans, il y avait un seigneur démon dont la compétence unique et violente pouvait voler les droits divins d'autres réincarnations, et c'est grâce à ses victimes qu'ils en connaissaient les conséquences. Il y avait aussi un seigneur démon dont le droit divin pouvait être transmis à ses proches, mais c'est tellement spécifique que je doute que ça t'aide. C'était plus ou moins la fin de la discussion sur la suppression des fragments divins.
À ce qu'il paraît, à moins d'avoir la chance de rencontrer une réincarnation dont la compétence unique pouvait supprimer les fragments divins sans risque, il était impossible de les extraire d'Arisa. Après ma conversation éclairante avec Mukuro, nous sommes allés visiter son musée comme prévu. Kuro, devrais-tu vraiment visiter un musée tranquillement en ce moment? Je me suis tournée vers Yoroi qui m'a interrogé. Tête de chien ne serait-il pas en train de tout démolir à la surface? Tu t'inquiètes pour tes amis et cette fille réincarnée, ou quoi? Ah oui, nous avons abordé un autre sujet au milieu de la conversation, celui de la résurrection de Tête de chien. Ce n'est rien, le seigneur démon Tête de chien a déjà été vaincu. Vaincu? Quelqu'un l'a déjà battu? Eh bien, c'est impossible que ces dragons paresseux aient pu se déplacer aussi vite. Les dieux sont trop radins pour y faire face, et même s'ils le faisaient, Tête de chien a des pouvoirs qui pourraient leur être défavorables, alors ils auraient du mal à le vaincre ou à le sceller. Yoroi et Mukuro ont incliné la tête. D'après les rumeurs, un héros l'a vaincu. Un héros? Ne sois pas stupide. Ça pourrait marcher sur un seigneur démon novice, mais aucun héros ne pourrait vaincre un seigneur démon demi-dieu comme Tête de chien. Je disais la vérité, mais ils ne me croyaient pas. Bien sûr, les héros sont forts, puisqu'ils tirent leur pouvoir de parion. Mais quand même, Mukuro me lança un regard dubitatif. Le truc, c'est que ce ne sont que des humains qui ont reçu un peu de la puissance d'un dieu. À peine mieux que nous, les réincarnations, franchement. Si les dieux n'ont pas pu le vaincre directement, il n'y a aucune chance que quelqu'un avec une fraction de leur puissance puisse faire le boulot. Certes, leur logique était logique. Hayato le héros était réputé pour être le plus fort de l'humanité, mais même là, je ne pouvais pas dire combien d'humains de ce niveau il faudrait pour vaincre Tête de chien. Peut-être que le héros a eu l'aide des dieux ou des dragons, alors. J'ai utilisé ma compétence, fabrication, pour clore le sujet de façon arbitraire. Eh bien, tant que Tête de chien ne se déchaîne pas, tant mieux. Je préfère mater le derrière de Semri plutôt que de penser à ce type bizarre. Le regard de Yoroi se reporta sur les courbes de Semri qui marchaient devant nous. Je ne pouvais pas le contredire, mais il me semblait inapproprié de le dire à portée de voix. Eh, arrête de me fixer comme ça. Mon derrière n'appartient qu'à Seigneur Ban. Allez, ne sois pas comme ça. Un petit coup d'œil n'a jamais fait de mal à personne. Si, je ne sais ni comment ni quand, mais je te le garantis. Semri lança un regard noir à Yoroi, qui ressemblait à un vieux pervers en armure vide. Ça suffit, je vous ai amené dans mon musée, bande de salauds, alors le moins que vous puissiez faire, c'est de vous taire et de regarder. Oh, c'est sûr, comme si vous nous rendiez service. Je sais que vous mourrez d'envie de le montrer. Cette fois, Mukuro et Yoroi commencèrent à se disputer. Ils semblaient très proches. Je détournai mon attention vers les objets du musée. Il y avait une quantité impressionnante d'armes, des pistolets et des fusils familiers, une mitraillette, des mortiers et des projectiles explosifs, pour n'en citer que quelques-uns. Le bâtiment suivant du musée regorgeait de machines de guerre, dont des avions de chasse monoplans et biplans à moteurs alternatifs, des chars, et bien plus encore. Contrairement aux chars que j'avais vus à la surface, ma compétence analyse me suggérait que même Semri aurait du mal à en combattre un. Ceux-ci utilisent les moteurs à flamme bleue développés dans l'Empire Flux. Ils nécessitent une précieuse source de carburant appelée pièces bleues, vous en avez déjà entendu parler? Les blue coins étaient une monnaie issue des pierres philosophales. S'ils les utilisaient comme carburant, alors les moteurs à flamme bleue de l'Empire de Flux devaient être similaires aux moteurs à pierre de l'arbre sacré des elfes. D'après Mukuro, les chars que nous avons vus dehors utilisaient des moteurs à combustion interne. C'est fou, non? Ce type va jusqu'à la strate moyenne pour trouver de l'huile pour ses stupides jouets. Ce sont mes subalternes qui les transportent. Tyrannon est un excellent animal de bas. Tandis que Yoroi ricanait devant le passe-temps obsessionnel de Mukuro, Semri se vantait de son animal de compagnie vampirique. Je devais admettre que mon image mentale des morts-vivants se détériorait de minute en minute. Voici une reproduction du cuirassé Ryokuu de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas facile de reproduire ces tourelles triples de calibre 64, pour info. Mukuro expliqua joyeusement son travail devant un cuirassé de 200 mètres de long, mais quelque chose à l'extérieur de la fenêtre attira mon attention. C'est un chemin de fer? Tu as compris, c'est ce qui m'a attiré les dieux. Mukuro expliqua qu'il y a environ 3000 ans, il s'était réincarné en prince d'un petit royaume. Il utilisa ses compétences uniques et son savoir-faire militaire pour bâtir un grand empire à l'ouest du continent, mais j'ai créé des tours radio et des réseaux ferroviaires pour stabiliser la distribution et les communications de l'empire. Mais il semble que cela ait touché une corde sensible chez les dieux. Ils furent confrontés à une succession de catastrophes naturelles, sécheresse, invasion de sauterelles dévorant leurs récoltes, tremblements de terre, éruptions volcaniques, et bien d'autres. Malgré cela, Mukuro réussit à maintenir l'Empire en vie pendant 10 ans,
mais lorsqu'un oracle déclara que ces avancées technologiques étaient la cause des catastrophes, l'Empire fut démantelé et lui-même assassiné. Heureusement, il s'en doutait, alors il prépara une cérémonie pour se transformer en momie royale. Même dans ce corps, il continuait à me traquer avec un serviteur de Dieu, mais je les ai convaincus d'arrêter à condition que je m'isole au fond du donjon. À ces mots, Yoroi laissa échapper un rire rauque. Convaincu, ce fou a pris l'humanité entière en otage. Il a fabriqué une montagne d'armes nucléaires et a menacé d'anéantir la race humaine s'il ne cessait pas de le traquer. Ah! J'ai d'abord cru qu'il plaisantait, mais Mukuro a simplement râlé sans nier. Je suppose que c'était bel et bien arrivé. Pourtant, menacer les dieux me semblait insensé. Pas étonnant qu'il ait pu créer un empire. Il a ajouté que les dieux avaient transformé les matières radioactives en plomb, empêchant ainsi leur extraction à la surface. Puisque sa compétence unique, créateur de métal, ne pouvait produire des substances comme le plutonium ou l'uranium, il n'avait plus d'armes nucléaires. Dieu merci, la dernière chose dont un monde fantastique avait besoin était un hiver nucléaire. Quoi qu'il en soit, j'ai été plutôt désagréablement surpris de trouver des preuves supplémentaires des affirmations de tête de chien dans cet endroit inattendu. J'imagine que vouloir trop faire progresser la civilisation a bel et bien attiré la colère des dieux. Ceci dit, alors, les bateaux et les dirigeables, c'est bien, mais pas les chemins de fer? On dirait que tout ce qui facilite trop la communication entre les villes est hors de question, hein? Les bateaux ne peuvent rien contre la menace des monstres, et il est impossible de produire des dirigeables en masse, en plus, ils brûlent les noyaux des monstres comme des dingues. Je vois, je suppose que je devrais réduire la production de dirigeables, au cas où. Au fait, tu as conçu tous ces véhicules et ces machines tout seul? Tu parles, j'ai du temps devant moi, et puis un peu de magie et des droits divins qui facilitent la production. Oh, n'en fais pas trop l'ego de Mukuro. Ce salaud n'arrêtera jamais de se vanter. Ah, tais-toi, aboya Mukuro, mais il semblait de bonne humeur. J'ai fini par lui emprunter quelques livres et plans de moteurs à combustion interne et autres, ainsi que des testeurs et autres instruments de mesure. Je me sentais mal de lui avoir donné autant de choses, alors je lui ai donné quelques-uns des métaux magiques qu'il réclamait en échange. Après cette visite instructive, nous avons quitté le musée de Mukuro. Oh, je ne savais pas que ce truc était si rapide. Oh, 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 oh. Es-tu en train de mourir, mon ami? On s'en remettra tous, même écrasés ou réduits en miettes, mais ce serait la fin pour toi, non? Je conduis en toute sécurité. J'étais au volant d'un véhicule emprunté à Mukuro, une Jeep militaire à gros pneus. Quand je l'ai aperçu au retour de notre visite du musée, j'ai obtenu la permission de Mukuro de l'utiliser pour faire du tourisme. Je n'avais pas conduit de voiture depuis une éternité, les golems à calèche, c'était différent. Le rugissement du moteur résonna dans tout mon corps alors que je prenais un virage serré. Prenant trop d'élan, les roues arrière dérapèrent, l'adhérence était pire que prévu. Peut-être était-ce inévitable à cause du revêtement en pierre? Gardant discrètement la voiture sur la bonne voie avec la main magique, j'appréciais le trajet. Incroyable, ta conduite n'a rien à voir avec celle de Yoroi ou de Mukuro, s'écria Semri, excité, en s'accrochant à mes épaules depuis la banquette arrière. Malheureusement, le siège entre nous m'empêchait de ressentir cette joie. Ne me compare pas à ce soi-disant conducteur prudent. J'ai un permis de conduire or, bon sang. Soi-disant, quelle impolitesse, j'aurais voulu répliquer, mais j'avais peur de me mordre la langue, alors je laissai passer la remarque grossière de Yoroi. J'avais marqué l'itinéraire sur ma carte, j'utilisais le sort de magie spatiale clairvoyance pour surveiller mes angles morts et la carte 3D pour vérifier le terrain. D'une certaine manière, c'était encore plus sûr que d'utiliser un GPS. J'ai détruit tous les obstacles et monstres devant moi avec des épées et des boucliers flexibles, et j'ai utilisé main magique pour les ranger dans le stockage, donc il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. J'allais peut-être un peu trop vite, mais étant donné que j'étais presque sûr d'être encore à moins de 100 km/h, j'ai trouvé le commentaire « souhait de mort » un peu dur. Comparé à la vitesse de « course éclair », nous avancions à peine. Plus grand que Titraki, Joyrider, Titraki, Joyrider sombre, Titraki, conducteur fou. En jetant un coup d'œil au journal de bord de mon écran de rat, j'ai remarqué que j'avais gagné des titres plutôt grossiers, mais j'ai décidé de laisser tomber, tant j'étais de bonne humeur. Seuls Semri et Yoroi étaient avec moi. Mukuro travaillait déjà dur à forger quelque chose avec les métaux magiques de classe légendaire que je lui avais donnés. Yoroi était également un ingénieur de l'Empire Flux, mais il ne semblait pas intéressé par la recherche comme Mukuro. Oh, quelle vue, tu sais, cette cascade est profonde, alors ne te penche pas trop pour ne pas tomber dedans, compris? Comme il n'y avait aucune source de lumière, on aurait dit une cascade descendant vers l'enfer. J'ai utilisé le sortilège de lumière de fée pour éclairer un peu les profondeurs. Ouh, c'est incroyable, Kuro, c'est tellement joli.
Dans son excitation, Semri m'a attrapé par le col et m'a secoué à plusieurs reprises. La sensation de sa poitrine contre moi était agréable, mais c'était un peu trop violent pour moi. Malgré tout, je ne pouvais pas lui en vouloir de s'être énervé devant ce spectacle fantastique. Je voulais absolument emmener mon groupe ici aussi, un jour. Prenant note de cela, nous sommes passés au point d'observation suivant. Ce truc flottant est un monstre visqueux? Non, juste de l'eau. Sous nos yeux, plusieurs globes d'eau de la taille de ballons de plage flottaient au milieu d'une pièce noire et brillante, leur forme changeant progressivement. Tout est en apesanteur dans cette pièce. Je ne comprenais pas comme, mais apparemment, cette pièce n'avait aucune gravité. N'y entre pas, cependant. C'est un piège, l'eau va entrer dans tes poumons et te noyer. Alors, si je garde la bouche fermée, tout ira bien. Incapable de résister à ma curiosité, je me suis aventuré à l'intérieur. Oh, la sensation était bien différente de celle de flotter dans les abysses ou de tomber en chute libre. C'était étrange, presque comme plonger sans eau autour de soi. Gouah, ça fait mal. Je n'arrive pas à respirer. Attiré par ma vue en train de m'amuser, Semri m'a suivi à l'intérieur et a immédiatement commencé à s'étouffer. J'ai installé la vampire sifflante sur la banquette arrière, et nous sommes passés à l'endroit suivant. Le véhicule à grande vitesse facilitait grandement cette visite souterraine. Cet endroit s'appelle le Jardin du Paradis. Après avoir franchi la porte métallique hermétiquement fermée, nous sommes arrivés sur une colline couverte de fleurs cramoisies et lilas. Yoroi ne l'avait pas surnommé le Jardin du Paradis pour rien, c'était vraiment charmant. Comme la zone végétale de la couche supérieure, la lumière semblait provenir de racines au plafond qui brillaient comme des fibres optiques. Ce sont en fait des plants de moutarde maléfiques, cependant. D'après Yoroi, une guilde criminelle complotant avec des démons avait cultivé cet endroit 400 ans auparavant. Je peux le brûler, alors? Yoroi fit signe d'avancer, alors j'utilisais le sort de magie du feu tempête de feu pour le brûler sans laisser de traces. Il y avait quelques endroits désagréables comme celui-là, mais grâce au véhicule rapide, nous avons pu visiter la plupart des sites touristiques de la couche inférieure. Yoroi, on devrait aussi aller au point le plus bas? Hein? Il n'y a rien là-dessous, à part la racine de sureau. Sa sève est tellement savoureuse, pourtant. Tu es le seul bizarre à vouloir boire ça, Semri. Yoroi renifla. C'est faux, Shiraim aime ça aussi. D'ailleurs, comment peut-on boire la sève d'un monstre énorme qui inflige drain de vie si on le touche? Si je me souvenais bien, drain de vie pouvait drainer non seulement ton endurance, mais aussi ta jeunesse et ton niveau. Mais tu peux récupérer ce qu'il a volé en buvant la sève, hein? Seuls les vampires comme toi peuvent faire ça. Semri parut déçu, mais je n'avais pas vraiment envie d'affronter un monstre aussi dangereux, alors je donnai raison à Yoroi. Arrête la voiture derrière ce rocher. Je suivis les indications de Yoroi et me garai. Cette zone était le repère d'une famille de dragons maléfiques. Il y avait aussi des monstres comme des basiliques et des scorpions flamboyants. Je déteste cet endroit, ça sent toujours si mauvais. C'est du soufre? C'est vrai, je regrette de vous décevoir, mais il n'y a pas de source chaude ici, si c'est ce que vous espériez. C'était une supposition très japonaise, mais j'étais fin prête, puisque j'en avais déjà construit une dans la strate moyenne. Il fait vraiment très chaud ici. J'eus l'impression que Yoroi me souriait d'un air narquois depuis son casque vide. Rangeant ma cape dans la boîte à objets, je le suivis. Nous franchissâmes quelques portes de pierre, la température augmentant à chaque fois. Bientôt, il fit une chaleur torride comme en plein été. Le seul avantage était que Semri avait enfilé une tenue sexy, genre bikini. Qu'en pensez-vous? Plutôt bien, non? Oui, la chaleur, c'est peut-être pas si mal de temps en temps. J'approuvais avec enthousiasme Yoroi tandis que nous avancions dans le couloir. Je ne vous comprends pas, les gars. Semri semblait perplexe, mais je ne voulais pas qu'elle le découvre et nous prive de notre précieux avantage, alors je suis resté muet. Bien sûr, Yoroi n'a rien dit de stupide non plus. S'il avait un vrai corps, ce serait amusant d'aller visiter des bordels ensemble. C'est là-bas. Nous avons franchi la dernière porte et sommes finalement arrivés à une grande caverne ouverte. Qu'en penses-tu, Kuro? Plutôt fantastique, hein? C'est vraiment un spectacle. La lave jaillissait du sol comme des geysers, formant des flots rouges. Cela me rappelait le volcan du Seigneur des Flammes que j'avais vu dans les mers du Sud, mais celui-ci était d'une beauté unique. Les geysers produisaient aussi un gaz mortel, alors j'ai utilisé des sorts comme canopée et contrôle de l'air pour y remédier. Tous ces monstres sous la lumière rouge de la lave rendaient le spectacle encore plus fascinant. Je pourrais peut-être en chasser quelques-uns plus tard et les offrir à Lisa et aux autres en souvenir. Malheureusement, les dragons maléfiques dormaient au plus profond du volcan, là où je ne pouvais pas les voir. Dis donc, Kuro, tu veux savoir un secret? Il y a des dragons ici, murmura Yoroi d'une voix conspiratrice. Oui, je sais. Ah, ne t'inquiète pas, Kuro. Ces dragons dorment toujours sur leur île au milieu du lac de lave. Tant que rien ne fait de bruit, tout ira bien. Avant que je puisse répondre, Semri m'a rassuré.
même si cela ressemblait davantage à un piège. Normalement, ce conseil aurait été anodin, mais comme Semri semblait encore plus maladroite que Pochi ou Karina, j'ai eu le sentiment qu'elle risquait de se tromper. Bon sang, pourquoi l'avoir donné? On ne verra plus Kuro avoir l'air effrayé. Franchement, Yoroi, t'es vraiment un con. Semri posa les mains sur ses hanches, créant une ligne séduisante de son dos à sa taille. Alors que j'essayais de mettre ses pensées de côté et de profiter du paysage, j'ai vu Yoroi debout près d'un rocher jauni et sortir des outils de sa boîte à objets. Bon, viens m'aider, a-t-il lancé. Tu cherches du minerai? Non, je fais des réserves de soufre. Mukuro peut faire du minerai normal avec de la terre, donc on n'a pas besoin d'en extraire. Des pierres de feu tombent parfois des geysers, garde l'œil ouvert si tu en as besoin. Des pierres de feu? Je n'en avais pas vraiment besoin, j'en avais fait provision sur la montagne volcanique du Seigneur des Flammes, mais je me suis dit que je ferais mieux d'en prendre quelques-unes de plus, puisque j'étais là. Elles avaient de nombreuses utilités, comme la fabrication de bâtons de feu et de pistolets magiques pour l'armée. Il y en a vraiment beaucoup qui traînent. J'ai fait une recherche précise de pierres de feu dans mon environnement immédiat. Les résultats étaient si nombreux que j'en avais mal aux yeux. J'ai restreint ma recherche à des pierres d'une certaine taille ou plus et j'ai réessayé. Cette fois, j'ai découvert des pierres gigantesques, de la taille d'une personne, gisant au fond d'un lac de lave proche. Craignant que mes vêtements et mes chaussures ne brûlent si je m'approchais trop, j'ai utilisé une combinaison de clairvoyance et de mains magiques pour les récupérer. Il y avait aussi des perles de feu, la forme la plus avancée des pierres de feu, au plus profond du lac. Semri a taillé les rochers avec son épée de sang, récupérant le soufre. Attention, Kuro, tu risques de tomber si tu t'approches trop près. Ne te laisse pas faire maintenant. Je dois encore te battre et faire de toi mon serviteur. Me réprimandèrent Yoroi et Semri. Ils ont dû croire que je me perdais dans la lave. Je me suis excusé et je les ai rejoints pour ramasser du soufre. Il avait tendance à s'accumuler en taches jaunes près des fissures de la roche, ce qui le rendait facile à récupérer. J'ai utilisé des pinces métalliques pour mettre les morceaux dans un grand sac, les tendant un à Yoroi dès qu'il était suffisamment plein. Soudain, j'ai entendu un grand plouf derrière moi et je me suis retourné pour voir Semri, l'air penaud. Désolé, j'ai raté. Elle a dû se tromper en coupant le soufre et a projeté un morceau de roche dans la lave. Oh, je vais vérifier tout de suite. Semri a transformé une de ses mains en chauve-souris et l'a envoyée au plafond. Ses oreilles se sont transformées en oreilles de chauve-souris et ont tremblé à plusieurs reprises. Ouais, ça les a réveillées. Il y en a un qui arrive par ici. Elle semblait pouvoir recevoir les transmissions de sa chauve-souris tandis qu'elle volait près du plafond. Un enfant? Non, un parent. Juste au moment où elle répondait, un grand boom retentit et un arc de flamme embrasa le plafond. Ce devait être le souffle des dragons maléfiques. Il s'abattit sur la batte de Semri, qui fut réduite en cendres en quelques secondes. À en juger par les mouvements de mon radar, l'un des dragons maléfiques fonçait bel et bien sur nous. Peu après, un dragon à écailles rouges apparut au-delà du volcan. Il n'est pas très grand, si? Avec sa queue, il mesurait probablement environ 150 pieds de long. Le dragon maléfique était de niveau 80, mais il était plus petit que le dragon noir à cheveux longs de niveau 68. Techniquement, c'était un dragon inférieur, c'était peut-être pour ça qu'il était plus petit. Il est énorme, espèce d'abruti. Tu l'as rendu fou avec ton commentaire stupide, Kuro. Semri pointa le dragon du doigt, consterné. Déployant ses ailes pour nous intimider, le dragon maléfique traversa la caverne de lave escarpée à une vitesse considérable. Mais quand même, pourquoi ne vole-t-il pas? Ah, eh bien, tu vois. Mukuro s'en est servi comme cible avec un char, une fois. Yoroi hésita, mais Semri expliqua d'une voix tendue. Alors, il avait utilisé un dragon volant comme cible pour un char anti-aérien? Je n'avais jamais rien vu de tel dans la file d'attente lors de notre visite du musée. Il faudrait que je lui demande de me montrer en rendant la voiture. Arrêtez de rester bouche bée et filons d'ici, tous les deux. Bien, si on engage un combat sérieux avec un dragon sans seigneur Ban ni Mukuro, on perdra à coup sûr. Semri se précipita vers la sortie à vive allure. Yoroi le suivit de près, en cliquetant bruyamment. Une ombre rouge foncée survola le ciel, soulevant un vent brûlant, et atterrit devant la sortie. Bon sang, il nous a sauté dessus. Les ailes du dragon maléfique étaient intactes, donc ses blessures causées par le char devaient déjà être guéries. Peut-être marchait-il non pas parce qu'il était blessé, mais parce qu'il craignait d'être à nouveau abattu. On aurait dit un dragon rouge, mais à y regarder de plus près, il semblait gris, reflétant la lumière rouge de la lave avec ses écailles. Semri, gagne-nous du temps. Je vais passer au golem de pierre. Allez, tu es sérieux? Semri rejeta la proposition de Yoroi d'une voix tremblante. Je peux le faire, alors. Un peu intrigué par ce dragon mineur, je proposais de gagner du temps. Plus petit que dragon, je m'appelle Kuro. Je suis un ami du dragon noir à cheveux longs. Plus grand que, j'utilisais ma compétence ventriloquie,
pour imiter le ton d'un dragon et tentait de me présenter en langage draconique. GWLORWOON. Il poussa un hurlement semblable à celui de Heilon, mais contrairement au sien, celui-ci ne semblait rien signifier pour moi. Bien sûr, je n'avais acquis aucune nouvelle compétence linguistique. Malheureusement, il semblait impossible de discuter ici. À quelques pas, Semri brandit une faux rouge à 2 mains, comme celle de Shiraim. En y regardant de plus près, je réalisais que la main qu'elle avait transformée en chauve-souris avait déjà récupéré. Dépêche-toi, Yoroi. La voix de Yoroi ne répondit pas à l'appel pressant de Semri. À la place, on entendit le cliquetis du métal heurtant le sol derrière moi. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu l'armure métallique qui constituait Yoroi s'écraser au sol. À sa place, les rochers environnants roulaient les uns sur les autres comme s'il était animé d'une volonté propre. Je suppose que c'était ce qu'il voulait dire par « passer au golem de pierre ». GWLORWOON. Le dragon maléfique hurla de nouveau. Il semblait se prendre pour un chat jouant avec une souris. Je ne veux pas le tuer. Que dois-je faire? J'avais déjà tué trop de dragons dans la vallée des dragons, même si c'était hors de mon contrôle. Oh, je sais, j'ai essayé de mettre un de mes titres de chasseur de dragons. Aussitôt, le dragon s'est fixé sur moi, alarmé. Son attitude désinvolte a disparu, remplacée par un regard perçant qui ressemblait presque à de la haine. Je suppose que les titres de chasseur rendaient la cible en question hostile envers vous. Ensuite, j'ai changé mon titre pour Dragon Calamité. Il est devenu encore plus hostile, mais j'ai cru voir aussi de la peur dans ses yeux. Donc, les titres de Calamité intensifiaient leur hostilité, mais ajoutaient aussi de la peur. Finalement, j'ai essayé le titre de Destructeur de Dragons. Le dragon maléfique regardait frénétiquement autour de lui, comme s'il cherchait une issue de secours. Les titres de destructeur semblaient rendre la cible terriblement craintive et prudente. Maintenant, Semri bondit pour distraire le dragon et fut aussitôt repoussé par son coup distrait, s'écrasant contre la paroi rocheuse. Normalement, cela aurait suffi à tuer quelqu'un sur le coup, mais mon art indiquait qu'elle allait très bien. Le dragon maléfique se concentra sur le mur où Semri avait atterri, préparant son « souffle du dragon ». Ça n'arrivera jamais. Le golem de roche, un énorme amas de rochers, asséna un coup de poing au dragon. Son nom était Takeru, le vrai nom de Yoroi. GWLORWOON. Le dragon repoussa la forme de golem de roche de Yoroi d'un coup de queue. Le golem de roche fut instantanément écrasé, se désagrégeant en plusieurs morceaux et s'enfonçant dans la lave. J'imagine que la force d'un monstre de niveau 80 n'est pas à prendre à la légère. GWLORWOON. Cette fois, le souffle de feu du dragon s'est dirigé vers moi. Trop lentement, l'attaque s'est approchée avec la vitesse d'un faux lance-flamme, brûlant le sol entre nous. J'ai choisi bouclier flexible dans mon menu magique pour parer le souffle. Le souffle du dragon noir Heilon pouvait détruire 2 boucliers flexibles en quelques secondes, mais celui de ce dragon pouvait à peine en traverser un. J'ai sorti une pierre du stockage et l'ai lancée au front du dragon maléfique. Il a porté un coup franc, car les dragons semblaient immobilisés un court instant après un souffle. Ça suffisait probablement de comparer les grands et les petits dragons pour l'instant. Plus, et je ne ferai que m'en prendre aux faibles. Oh, une dernière chose. Je vais peut-être essayer de changer mon titre en ami du dragon noir. C'est quoi ce bordel? Reprenant son armure d'origine, Yoroi le regarda, incrédule. Ah, waouh. Tu es vraiment extraordinaire, Kuro. Déjà complètement remis, Semri observa Yoroi avec un sourire. Qu'as-tu fait? Secret professionnel. Je ne m'attendais certainement pas à ce que le dragon se retourne comme un chien. Du coup, j'ai même obtenu des titres comme gardien de dragon et chevalier dragon. Pour l'instant, j'avais opté pour ce dernier, et nous volions maintenant dans la caverne sur le dos du dragon maléfique. Bien sûr, j'enregistrai le vol avec un enregistreur d'images et de sons pour le montrer à mon groupe et à Mademoiselle Aaz. Koro, regarde là-bas, ils viennent à notre rencontre. Semri fit un signe de la main à la famille du dragon maléfique qui s'envolait de son nid. On dirait plutôt qu'ils viennent nous attaquer. Le plus âgé, qui semblait être le plus âgé, nous chargea. Son parent était bien plus fort et évita facilement son souffle, le renvoyant dans son nid d'un seul coup de queue. Les autres dragons n'attaquèrent pas, mais tournoyèrent autour de nous, menaçants. GWLORWOON. Le dragon maléfique que nous chevauchions hurla bruyamment, et les autres hurlèrent en réponse et commencèrent à voler en file indienne derrière lui. Je suppose que les membres de sa famille avaient choisi de se soumettre. GWLORWOON. Le dragon part atterrit dans le nid, nous étions encore à bord, et commença à nous pousser des trésors depuis son nid. Je ne voulais pas refuser un cadeau, alors j'acceptais quelques pépites d'or et des bibelots. Ensuite, j'utilisais des sorts comme moule magique et forge pour fabriquer des couronnes et des bracelets de la taille d'un dragon,
puis les offrit à la famille Dragon en retour. KWLOLUOON. KUULOLUON. KWROLUOON. Les dragons contemplèrent leurs nouveaux accessoires avec joie. J'imagine que les dragons aiment vraiment ce qui brille. Merci, Kuro. Remarquant que Semri avait l'air incroyablement jalouse, j'utilisai une des pépites d'or pour lui confectionner des accessoires assortis. Puis, comme je ne voulais pas que Yoroi se sente exclu, j'utilisai l'or restant pour décorer son armure. Oh, alors, j'ai l'air chic? Ouais, tu déchires, Yoroi. Yoroi et Semri semblaient satisfaits. En attendant que les dragons se calment, j'ai utilisé ma recherche cartographique, ma clairvoyance et ma main magique pour récupérer discrètement des ingrédients de feu rares, comme des pierres de feu et des perles de feu, dans les lacs environnants, ainsi que des écailles, des griffes, des dents et d'autres fragments du nid des dragons. Bon, on y va. Après avoir salué la famille des dragons maléfiques, nous avons quitté la caverne géante. Une fois sortis de la zone des dragons maléfiques, Semri nous a annoncé qu'il fallait aller voir Yuika, nous avons donc changé de cap. Si je me souvenais bien, Yuika était le nom de l'autre réincarnation dans la couche inférieure du labyrinthe. Je n'avais aucun scrupule à la rencontrer, et de plus, je ne pouvais refuser la demande de quelqu'un dont les sautillements bruyants m'avaient amusé toute la soirée. Bien sûr, Yoroi n'y voyait aucune objection non plus. Arrêtez la voiture ici. Yuika va se mettre en colère si on fout le champ de fleurs en l'air. D'accord. Allez-y, vous deux. J'attends ici. Hein? Quoi? Tu ne veux pas venir, Yoroi? Si la jeune Yuika est là, je risque de la faire pleurer à nouveau. Yuika la gobeline a-t-elle un enfant? J'avais imaginé une fille solitaire et enfermée. Un enfant? J'aurais peut-être dû apporter des pâtisseries, alors? Yuika n'est pas une enfant. Je crois qu'elle aime les sucreries, par contre. Si tu en fais la prochaine fois, je peux te ramener ici. Je suis perplexe. Alors elle n'a pas d'enfant? Bien sûr que non. Le seigneur Ban a dit que Yuika souffrait d'une sorte de trouble de la personnalité multiple. Non, ce n'est pas exactement un trouble de la personnalité multiple. Si quelque chose de vraiment horrible arrive à Yuika, elle utilise sa compétence unique pour se débarrasser de sa personnalité et de ses souvenirs et se transformer complètement. Je sais que ça fait penser à un manga, mais c'est vrai. Les anciennes personnalités, expliqua Yoroi, ne pouvaient qu'observer en arrière-plan, tels des fantômes. D'après Semri, si Yuika, la principale, s'endormait ou s'évanouissait, une de ses anciennes personnalités pouvait la posséder. Ce genre d'histoire était assez courant dans les anciens mangas et animes. D'une certaine manière, c'était comme si elle recréait, de manière autonome, l'effet que les hauts elfes de la forêt de Bolénan avaient créé avec l'arbre-monde. Nous avons laissé Yoroi avec la voiture et nous sommes dirigés vers le champ de fleurs, faiblement éclairé quelque part au plafond. Bien sûr, je ne voulais pas piétiner ces jolies fleurs, alors j'ai porté Semri sous mon bras et utilisé Skyrunning pour flotter au-dessus du sol. Kuro, tu vois où ces fleurs violettes forment un hexagramme? Atterris là-dedans. J'ai suivi les indications de Semri et j'ai atterri. Il y avait probablement une autre zone isolée par ici, comme celle qui abritait le musée de Mukuro. Alors, où allons-nous maintenant? Nulle part. Attends une seconde. Semri a pris une grande inspiration, alors je me suis vite bouché les oreilles. Effectivement, elle s'est mise à hurler, YUIKA. Encore et encore, tellement bruyant. Le cri semblait tenir lieu de sonnette. L'hexagramme de fleurs violettes s'illumina et fit apparaître 6 portes flottantes transparentes, une à chaque extrémité. Les portes étaient écrites en langue terrestre, 4 d'entre elles étaient en japonais et disaient « Faux, entrée de l'enfer, c'est un piège et n'entrez pas », tandis qu'une en anglais disait simplement « Mort ». La dernière portait le mot anglais « Bienvenue en hiragana japonais ». Mon instinct me disait que c'était toutes des pièges, mais mes compétences en « sens du danger » et en « détection des pièges » indiquaient que seule la porte bienvenue était sûre. Voyons voir, je crois que c'est celle-là. Semri bondit avec assurance vers la porte de l'entrée de l'enfer. Je l'attrapai rapidement par le col avant qu'elle ne puisse continuer. « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne. » « Comment le sais-tu? » Sans répondre, je l'entraînai vers la porte bienvenue. « Waouh, tu avais vraiment raison. C'est dingue, Kuro. » J'ai demandé à la vampiresse surexcitée comment elle réussissait habituellement, et elle m'a répondu qu'elle avait simplement persévéré jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Si elle se trompait de porte, elle se transformait en brume ou en chauve-souris et s'échappait. Laissons à un vampire immortel le soin de procéder par tâtonnement. Bon sang, il me faut généralement 4 essais pour y arriver, grommela-t-elle, l'air étrangement vexé. Non, elle dit qu'elle est soignée, alors elle ne sort jamais. Une NIT? J'avais plutôt l'impression qu'elle était à la retraite. En tout cas, comme je le soupçonnais, cet endroit indiquait « aucune carte disponible pour cette zone », tout comme le musée de Mukuro. J'ai essayé d'utiliser « rechercher sur toute la carte » pour vérifier la zone, mais il n'y avait personne d'autre. On dirait qu'il n'y a personne ici. Ouais,
Yuika est une poule mouillée. Il faut qu'on passe encore 8 portes avant de l'atteindre. C'était un niveau impressionnant de compétence en confinement. Je pensais pouvoir toutes les franchir d'instinct, mais les chances étaient de 6 puissance 9, donc environ 1 sur 10 millions. Quoi qu'il en soit, nous avons franchi 9 portes avant d'atteindre enfin l'espace occupé par Yuika. Nous sommes arrivés et avons découvert une maison de style japonais, adjacente à un champ et à une bambouseraie. Le porche en bois donnait sur une cour où des poules mangeaient de la nourriture, et où des oignons et des radis décombres pendaient aux avant-toits. L'endroit semblait idéal pour une vie tranquille à la campagne. En fait, on aurait dit un jardin miniature recréant le « bon vieux temps » de la campagne japonaise. Le temps semblait s'y dérouler différemment de la surface, il n'y avait pas de soleil, mais le ciel était aussi lumineux qu'un après-midi normal. C'est la maison de Yuika. Elle est habituellement dans le champ. Je me demande où elle est allée. Pendant que Semri observait autour de moi, j'ai utilisé la compétence « Rechercher sur toute la carte » pour examiner les informations de Yuika. Comme Mukuro l'avait dit, sa race était gobelin. J'espérais presque voir un grand gobelin ou quelque chose comme ça, mais je suppose qu'elle était tout à fait normale. D'ailleurs, les gobelins étaient considérés comme une race de fées, comme les elfes, dans ce monde. Ils semblaient avoir une longue espérance de vie, comme les autres races de fées, puisque l'âge de Yuika rivalisait avec celui de Mukuro ou de Ban. Fidèle à sa nature recluse, son titre était « ermite », mais je me suis dit qu'il était prudent de l'ignorer. Étonnamment, elle n'était que niveau 50. Elle possédait principalement des compétences ordinaires comme « cuisine » et « magie du quotidien », mais ses compétences uniques étaient impressionnantes. En incluant « créer mon jardin », qui avait créé cette zone, elle possédait un total de 15 compétences uniques différentes, bien plus que tête de chien. Même en tenant compte de l'augmentation de puissance, c'était bien excessif. Je médisais silencieusement des dieux de ce monde. Ah oui, Yuika est facilement effrayée, alors ne fais pas de gestes brusques qui pourraient la faire paniquer. Je l'ai effrayée lors de notre première rencontre, et elle m'a écrasée dans les profondeurs de l'enfer. J'ai mis une éternité à en sortir. J'étais assez jalouse que les vampires puissent se remettre d'être écrasés. Je ne sais pas où elle est, par contre. Lassée de regarder autour d'elle, Semri grommela puis prit une grande inspiration. YUIKA. On est ici. YUIKA. Un instant plus tard, ma compétence, oui fine, capta du bruit provenant de la maison japonaise. Semri sembla l'entendre aussi, car elle cessa de crier et se dirigea vers la maison. Semri, c'est toi? J'ai fait un décon mariné délicieux. Tu en apporteras pour Ban, d'accord? Oh non merci, tu vas jaunir le joli visage du seigneur Ban. Yuika ouvrit la porte coulissante et émergea, s'adressant à Semri d'une voix douce et juvénile qui trahissait son âge. Depuis quand les gobelins sont-ils aussi beaux? Elle avait la peau très pâle et claire, et ses longs cheveux soyeux qui descendaient jusqu'au sol étaient d'un violet clair d'orchidée. Bien que pas tout à fait au niveau de Lulu, elle était tout aussi charmante que des personnes comme Arisa ou Mia. Hormis ses oreilles légèrement pointues, semblables à celles d'un elfe, et ses 2 petites cornes sur le front, on pouvait facilement la prendre pour une humaine. Sa silhouette élancée et droite rappelait aussi les elfes. À bien y penser, les kobolds que j'avais rencontrés dans la baronnie de Muno et les orques que j'avais trouvés sous l'ancienne capitale du duché d'Ugosh ressemblaient beaucoup à des humains ou à des elfes. À première vue, sa tenue semblait assortie à sa maison japonaise d'antan, mais son kimono se terminait par une mini-jupe courte et des chaussettes hautes, ce qui était vraiment accrocheur. Mais c'est de la cuisine japonaise traditionnelle. Je suis sûre que Ban. Les yeux rouges de Yuika se fixèrent sur moi. Elle m'avait donc enfin remarqué. Je pense que la présence puissante de Semri l'avait d'abord distraite. L'espace d'un instant, elle parut ravie, puis son sourire se figea sur son visage. Attends, quoi? Personne n'a rien dit sur son caractère particulièrement androphobe. Ses lèvres ont bougé, et pendant une seconde, j'aurais juré qu'elle avait prononcé le mot Ichiru. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est KYKAAA. Yuika hurlant comme si elle avait vu un fantôme.